Parfait. Ok, donc on va commencer. Comme je l'ai dit aujourd'hui, on va rentrer en détail avec cette notion d'héritage. Et si on a encore du temps à la fin, je vais vous montrer en fait comment euh, utiliser les classes à travers des fichiers. Donc, c'est-à-dire par exemple importer une classe à partir d'un fichier. Et là, ça sera une sorte d'introduction à ce qu'on va voir lors de la séance prochaine, c'est-à-dire comment utiliser les packages. Je pense que c'est le dernier point en fait de voilà les modules et les bibliothèques donc les modules standards dans Python, les environnements virtuels, la création de modules. Donc ça sera une sorte d'introduction à ce point-là. Ok, très bien. Euh, alors, si vous vous rappelez, on a parlé de cette notion d'héritage. Juste pour me rassurer, est-ce que quelqu'un peut nous rappeler, pardon, est-ce que quelqu'un peut nous rappeler encore une fois, c'est quoi l'héritage? Donc, bien sûr, dans le cadre en POO. Donc, de façon générale, c'est quoi l'héritage? Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler ça? Juste rapidement, n'importe qui peut prendre la parole. Allez, allez, allez. Bien sûr, vas-y, Idrissa. Mhm. Oui. Exactement, c'est ça. Merci beaucoup, Idrissa. C'est ça, c'est exactement ça, cette notion d'héritage. Donc, comme on l'avait vu, l'héritage, c'est l'un des piliers fondamentaux de la PO, en POO. Et en fait, c'est comme l'héritage en biologie. J'ai mis un petit exemple, c'est pas, prenez ça avec des pincettes. Vous voyez, on a vu le pédigré, ça va vous rappeler de bons ou de mauvais souvenirs pour ceux qui aimaient ou pas les sciences de la vie SVT. Voilà, on voyait le pédigré, comment enfin, les gènes passent des parents aux enfants, des enfants aux petits-enfants, etc. Donc, en fait, c'est un peu le même principe, sauf que bien sûr, c'est, c'est moins complexe que en biologie. Donc, c'est ça. L'héritage, c'est simple. Ça fonctionne en fait comme en biologie, un peu comme en biologie, comme je le dis. C'est-à-dire une classe enfant peut hériter ou va hériter des attributs, comme vient de le dire Idriss, ça va hériter des attributs et des méthodes d'une classe parente. Et tout en ayant la possibilité de les modifier, de modifier ces attributs-là, ces méthodes-là, ou bien d'en rajouter d'autres en fait. Voilà, donc c'est un peu ça. Et l'exemple que j'ai donné ici, voilà, imaginez une famille où les enfants héritent naturellement de certains traits de leurs parents, par exemple la couleur des yeux, la taille, les talents, des talents particuliers, etc. Voilà, donc c'est ça l'héritage, c'est comme son nom l'indique. Donc voilà, bon, maintenant on va voir comment hériter d'une classe, on ne l'avait pas vu la dernière fois. Donc bien sûr, ici, ça c'est juste un rappel, l'héritage c'est le processus par lequel une classe prend les attributs et méthodes d'une autre classe. Ça c'est clair. Donc, le premier point, c'est quoi? C'est que les classes qui sont nouvellement créées, d'ailleurs, enfin, les classes qui sont nouvellement formées, on les appelle en fait des classes enfants, logique, et les classes dont on dérive justement ces classes enfants-là sont appelées des classes parents, donc parents-enfants. Donc maintenant, comment faire, comment hériter d'une classe mère ou d'une classe parente? Donc c'est simple. Ça, c'est une classe qui est assez basique, donc avec la même syntaxe qu'on a vu la dernière fois. Je crée une nouvelle classe qui s'appelle parent, donc classe parent, et j'initialise un seul attribut. Quel est cet attribut-là? Je dis la couleur. Et là, quelqu'un me dira, ça c'est quel type d'attribut? Donc on a vu deux types d'attributs, les attributs de classe et les attributs d'instance. Là, ce qu'on initialise ici, pour faire simple, c'est un attribut d'instance. Vous vous rappelez très bien de la différence. Si c'est pardon, un attribut de classe. Si c'était un attribut d'instance, il fallait forcément que je mette un init ici, deux points, avec bien sûr le self, avec virgule, par exemple, j'allais dire air color, ou je vais dire quoi ouais, je peux mettre air color si vous voulez, je peux rajouter ça, air color. Voilà, j'allais mettre, pardon, j'allais mettre quelque chose du genre self dot hair color, voilà, égal à hair color. Donc ce que je viens de faire ici rapidement là, c'est la création d'un attribut, pardon, c'est pas int mais init. Donc ça, c'est un attribut d'instance. Donc, mais pour faire simple, j'ai juste créé un attribut de classe.
Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas la différence, il faudrait repartir au cours de la dernière fois. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Donc, je veux en fait hériter, je veux créer une nouvelle classe qui va hériter des attributs, enfin de l'attribut de cette classe-là. Donc, l'attribut couleur des cheveux, c'est noir. Qu'est-ce que je fais? J'écris, je crée normalement la classe. Donc, avec le mot-clé classe, je donne le nom de la classe, mais remarquez quelque chose ici, j'ai mis entre parenthèses parent. Et ce parent-là, en fait, c'est exactement le même nom que ma classe parente ici. Donc, c'est comme cela qu'on hérite, en fait, qu'une nouvelle classe hérite d'une classe qui a été créée auparavant. Et là, maintenant, la classe enfant, bien sûr, c'est celle-là, child, et la classe parent, c'est parent. Donc, parent. Ok. Bien sûr, je peux exécuter sans souci. Et voilà, comme je l'ai dit, c'est un exemple qui est assez minimal. Euh, dans lequel la classe enfant child hérite de la classe parent. Parent. Alors, parce que les classes enfants reprennent les attributs et méthodes des classes parentes, voilà, ici ce que je fais c'est quoi? Je crée une nouvelle instance de ma classe enfant, donc child, donc avec la variable new child, et j'essaye de voir, on a vu en fait comment accéder à un attribut que ce soit de classe ou d'instance, on a vu comment accéder à l'attribut, c'est à travers l'opérateur voilà, le point justement. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais new child.airColor pour voir en fait quelle est la valeur de cet attribut qui est airColor, qui a été créé ici. Et vous remarquez quelque chose, ici, dans la classe enfant, j'ai juste mis pass. On a parlé du mot pass, du mot clé pass la dernière fois. C'est pour dire, je ne fais rien. Donc, c'est juste une sorte de classe vide. Sauf que cette fois-ci, elle n'est pas vide, mais elle va hériter des attributs de la classe parente, notamment airColor ici. Donc, je n'ai pas explicitement défini airColor ici, mais je peux accéder à airColor puisque la classe enfant va hériter en fait de ça, de cet attribut-là de la classe parente. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, new child, j'initialise une nouvelle instance d'enfant et j'essaie de voir quelle est la valeur de airColor et il me dit noir. Bien sûr, parce que j'avais initialisé la classe parente à noir. C'est simple. Donc, le principe, il est assez basique. Ici, c'est un schéma encore illustratif. Voilà, on a une classe mère, parente si vous préférez, avec deux attributs. Et on a des classes enfantes, non, des classes enfants. Voilà, avocat, vendeur, enseignant, tout ça, tous ces trois-là, ils héritent de personnes. Ce sont des personnes. Et par exemple, dans enseignant encore, on peut avoir des enseignants permanents, des enseignants vacataires, qui héritent des attributs d'enseignants, mais qui auront en fait des propriétés particulières. Ils peuvent avoir des attributs qui vont différer l'un de l'autre, ou bien ils vont avoir des méthodes supplémentaires que par exemple la classe parente n'a pas. Donc, les classes enfants peuvent, ici, en fait, c'est cette notion de surcharge, ou bien, oui, de surcharge. Je vous rappelle, ça également, on a parlé en fait de ça. Ça revient un peu, si vous vous rappelez très bien, on a parlé du polymorphisme. J'ai même, voilà, montré des exemples. En fait, ça rentre dans le cas du polymorphisme. Je vous avais pris par exemple l'exemple de l'opération addition. L'addition pour deux nombres entiers, c'est différent de l'addition pour des chaînes de caractères. Par exemple, si vous utilisez le plus entre deux entiers, ça va par exemple 10 plus 5, ça va faire une addition normale qu'on connaît, ça va donner 15. Mais si vous utilisez l'addition, le même opérateur, c'est-à-dire la même chose, plus le même opérateur marche pour les chaînes de caractères, sauf que ça a été surchargé, ça a été implémenté différemment, de sorte à faire de la concaténation. Par exemple, la chaîne bonjour et la chaîne, je sais pas moi, Alban, donc ça va faire bonjour Alban. C'est pas de l'addition mathématique comme on connaît. Donc c'est un peu ça cette surcharge d'opérateurs là. C'est-à-dire, par exemple, vous voyez les entiers, je vous ai dit c'est une classe en fait. Tout est objet en Python. Donc int c'est une classe, str, string c'est une classe, mais en fait il y a une classe parente peut-être qui est, je sais pas, qui est type, bon je dis ça, je sais pas. Et en fait ces deux là, ces deux types de données, ces deux types de données là héritent de cette classe là. Et cette classe avait probablement une méthode plus. Et maintenant le int, la classe phi int va par exemple implémenter sa méthode plus que j'ai expliqué, qui est le plus mathématique, l'addition mathématique. Et la classe str string va également implémenter son plus, qui est voilà la concaténation. Là en fait c'est un exemple qui vous montre en fait cette histoire de surcharge. Donc on a une classe mère qui a une méthode,
et les classes enfants, eux, vont implémenter la méthode de la façon dont elles veulent, en fait. Donc, enfin, c'est de ça on va un peu parler ici. Donc, je disais, les classes enfants peuvent surcharger ou étendre les attributs et méthodes des classes parentes. En d'autres termes, les classes enfants héritent de tous les attributs et méthodes du parent, mais peuvent également spécifier des attributs et méthodes qui leur sont propres. Voilà, donc ils vont hériter de tous les attributs et les méthodes de la classe parente ou bien des classes parentes, parce que oui, ils peuvent hériter de plusieurs parents. On va voir ça un peu en bas. Donc, et voilà, ils peuvent en fait soit changer, c'est-à-dire surcharger les méthodes qui existent qui existent dans la classe parente, ou bien peut-être créer de nouvelles méthodes ou de nouveaux attributs, simplement. Ok, ici, c'est une petite analogie que j'ai bien dit, c'est pas une analogie qui est parfaite. Pensez en fait comme dans l'héritage génétique, comme je l'ai dit en haut. Donc, par exemple, un enfant peut hériter de la couleur des cheveux de ses parents. Donc, mais après, tu peux décider de teinter ça en jaune ou bien en violet. Donc, voilà. Forcément, tu vas hériter de gènes d'une manière ou d'une autre. Mais après, bon, voilà, tu n'es pas obligé de garder les mêmes couleur de cheveux, tu peux aller mettre de la teinte. Bon, comme je l'ai dit, c'est un exemple, c'est juste une analogie, pas parfait. Donc voilà, ici, qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois, je crée une classe parente avec la couleur de cheveux, c'est noir ici. Je sais même pas pourquoi je mixe l'anglais et le français. Bon, anyway, et maintenant je crée une nouvelle classe qui est une classe enfant qui hérite de la classe parente. Et qu'est-ce que je fais ici? Je surcharge l'attribut couleur des cheveux. Donc, hair color, au lieu que ça soit noir, maintenant c'est jaune. Mais c'est jaune uniquement pour l'enfant. Donc, si tu crées, je sais pas, une autre classe, qui est par exemple Child 2, une autre classe Child 2, et qui hérite ça, qui hérite de parents, il aura par défaut, en fait, la couleur noire comme couleur de cheveux. Mais voilà, si tu veux changer la valeur de cet attribut-là, tu peux tout simplement faire une surcharge d'attribut. Simplement. Donc ici, si on regarde, si on crée une nouvelle instance ici, nouvel enfant, voilà, l'instance de enfant, et qu'on essaie de voir en fait quelle est la valeur de la couleur des cheveux, donc ça donne jaune. Bah, ça donne jaune au lieu de noir, parce qu'on a surchargé en fait cet attribut-là ici. Simple, assez évident. Ok, ici, on va voir, en fait, c'est un exemple un peu plus pratique. Je pense que ça sera beaucoup plus simple d'appréhender, en fait, l'exemple. Imaginez, voilà, vous êtes juste dans un parc avec différents chiens. Et en fait, vous allez voir, bah, il y a différents types de chiens. En fait, quand je dis type ici, c'est par rapport aux races. Il y a différentes races de chiens dans le parc. Et vous, votre objectif, en fait, je sais pas moi, en tant qu'informaticien ou en tant que développeur, vous voulez modéliser ce parc de chiens-là. Donc, c'est-à-dire, voilà, vous allez avoir, je sais pas moi, une classe, je sais pas, en tout cas, vous voulez modéliser, de façon générale, vous voulez modéliser le parc de chiens avec des classes Python. Maintenant, vous savez pas comment bah, vous allez modéliser ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va reprendre le code qu'on a fait, une classe qu'on avait définie dans dans le cours, lors de la séance précédente, et on va essayer de voir comment on peut faire ça. Donc, c'était cette classe-là, si vous vous rappelez très bien, la classe chien, classe dog. J'avais donné un attribut de classe ici, species, je pense que c'était quoi, berger allemand sûrement, je ne me rappelle plus exactement. Ici, voilà, je définis des attributs d'instance. Donc, avec la méthode init, la méthode spéciale init, self, je donne deux paramètres, deux arguments, name, age, et j'initialise en fait ces deux variables là. Self name égale name, self age égale age. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. C'est ce qu'on a fait la dernière fois. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va ajouter juste, d'abord, dans un premier temps, on va ajouter un simple attribut qui est breed. Breed, en fait, c'est pour dire. En fait, ici, c'est l'espèce et ici, le breed, c'est la race. On va dire ça comme ça. Donc, species, c'est l'espèce et le breed, c'est la race. Ok, voici ce qu'on a. Donc, c'est le même truc qu'on a ici. Et maintenant, cette méthode spéciale, on l'a vu la dernière fois, le string, ça permet juste d'afficher un message lorsqu'on on regarde la classe. Donc, par exemple, si je fais ici, juste pour rappeler, pour ceux qui n'ont pas suivi jusqu'à la fin la dernière fois. Donc, quand je fais, bien sûr, avec print.
quand je fais print dog, quand je fais print dog, vous voyez, en principe, sans le S, sans cette méthode spéciale-là, quand je fais print dog, je vais avoir quelque chose comme ça. On a dit la dernière fois que c'est pas, bah, ça ne dit rien, il n'y a pas d'information utile. Donc, on utilise la méthode string, en fait, pour afficher quelque chose d'utile, qui nous dit ce que fait la classe, ou bien, je sais pas moi, une information sur la classe. Et c'est ce qu'on fait à travers le str. Là, maintenant, si j'exécute ça, allez voir, alors, j'exécute ça à nouveau. Alors, dog, print. Ouais, ouais, bien sûr. Je dois donner des noms. Je sais pas moi. Je mets Bobby. Euh, je mets l'âge, c'est combien? Je mets 2 par exemple. La race, je mets, je sais pas, berger, je sais pas. Voilà, donc là, vous allez voir, il me retourne un texte ici qui me dit Bobby a 2 ans. Donc, c'est juste un truc banal. Donc, mais quand même, souvent, c'est utile parce que, en fait, l'utilité, peut-être vous vous demandez, bah, c'est quoi l'utilité de faire ça vu que c'est moi qui définis la classe. L'utilité, c'est que souvent, c'est pas que souvent, vous allez utiliser des classes que d'autres personnes ont définies. Et vous avez besoin, en fait, de savoir, sans avoir accès au code de la personne. Par exemple, dans les librairies, vous allez importer des librairies. Les librairies, en fait, c'est genre un tas de classes qui sont bien regroupées. Vous allez avoir besoin, en fait, de savoir qu'est-ce que fait la classe. Et justement, c'est grâce, en fait, à cette méthode-là que vous allez savoir ce que fait la classe. Donc, c'est assez important. Pour vous qui définissez vous-même, vous allez vous dire, bah, ça sert à quoi? À rien. C'est juste bah, de trucs. Mais en fait, c'est très utile. Voilà. Donc, maintenant, je définis une autre méthode qui est speak. Bon, en fait, c'est pas speak, mais c'est plutôt aboyer. Mais c'est pas grave, je garde speak. Donc, je dis, parce qu'un chien ne parle pas, bien sûr. Mais anyway, la méthode speak prend un son, donc un type de son particulier, puisque en fonction de la race du chien, l'aboiement sera plus ou moins différent. Donc, on a speak, le son. Donc, on va dire, il aboie comme ça, d'une telle manière. Ok. Ce qu'on va faire ensuite, c'est quoi? On va initialiser les différentes classes avec différentes informations. Donc, dans un premier temps, on va aller avec ça. Donc, on a Miles, le chien Miles. Donc, bah, son nom c'est Miles, il a 4 ans. Et sa race, c'est ça, Jack Russell Terrier. Deuxième chien, Buddy, voilà, il est de ce type-là, de cette race. Ensuite, Jack, qui est de type Bulldog. Jim, qui est de type également Bulldog. Donc, ça, c'est 4 chiens, 4 instances de chiens qu'on a initialisées avec des informations différentes. Ok. Maintenant, bien sûr, chaque race de chien a des comportements légèrement différents. Par exemple, les bulldogs ont un aboiement grave. Bon, ne me demandez pas comment je sais ça. Ont un aboiement grave qui ressemble à Wolf. Mais les teckels ont un aboiement plus aigu qui ressemble plutôt à Yap. Donc, le problème avec cette approche, je sais qu'il y a des gens qui sont en train de rire actuellement. Ne me demandez pas en tout cas comment je sais ça. Le problème avec cette approche plutôt est que vous devez fournir une chaîne pour l'argument sound de speak. C'est ça. Vous vous rappelez quand on a défini en fait le speak, la méthode ici speak, on doit dire en fait quel est le son que l'animal va émettre. Donc, va aboyer. On va dire ça comme ça. Donc, si je prends ce chien-là, Buddy, et j'utilise la méthode speak sur cette instance. Donc, qu'est-ce que je donne? Je dis, bah, lui, bah, c'est Yap. Il va me dire, ok, Buddy says Yap. Si je prends Jim, je lui dis, ok, lui, il aboie de cette manière-là, Wof. Donc, il va me dire, Jim says Wof. Ainsi de suite. Donc, bien sûr, ici, c'est du texte. La méthode retourne juste du texte pour dire quel type d'aboiement ou quel type de son le chien émet, etc. Et vous voyez, c'est un peu ennuyeux, c'est répétitif, c'est pas du tout pratique. Et pourquoi? Bah, vous vous demandez pourquoi? Parce que regardez, j'ai créé, voilà, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et il n'y a pas de, c'est même pas bien organisé en fait. Donc, il faut une meilleure manière comment je dis ça, de modéliser en fait notre problème. Vous vous rappelez le problème de base, c'est de pouvoir modéliser un pack de chiens. Ça, c'est bien, ça marche, certes, mais c'est pas du tout pratique. Donc, c'est ennuyeux. Et c'est là, en fait, que vient la POO. Ce qu'on va faire ici,
au lieu, voilà, de créer à chaque fois des instances en spécifiant des informations, tout, voilà, comme ça, en vrac comme ça, on va créer en fait une classe parent de chien. Et ensuite, chaque type de chien va hériter, enfin, chaque type de chien, chaque race va hériter en fait de cette classe parente qui est le chien. Et vous allez voir en fait l'avantage de cette approche, de l'approche avec l'héritage. Donc, comme je l'ai dit, on va créer une classe enfant pour chacune des trois races mentionnées. Donc, les trois races là. Donc, voilà, à nouveau, je reviens sur ma classe principale, qui est la classe dog. Mes attributs de classe species. Ici, encore une fois, donc, init, j'initialise les attributs d'instance correctement. Ici, toujours ma méthode str pour afficher un texte sur la classe. Et toujours, même chose, ma méthode speak. Donc, il n'y a pas de changement ici, a priori. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais créer trois nouvelles classes. C'est-à-dire, pour chaque type de race que moi j'ai, je vais créer en fait une classe. Je vais dire, ok, j'ai la classe Jack Russell qui va hériter de la classe chien. Parce que Jack Russell, c'est un type de chien particulier. Voilà, qui appartient justement à la race Jack Russell. Ici, je ne sais même pas comment on prononce ça. Dachshund, qui hérite de la classe également dog, également bulldog qui hérite de la classe dog. Et là, l'avantage c'est quoi? L'avantage avec cette approche par rapport à ce qu'on avait ici. Regardez, ici, par exemple, si je veux créer deux chiens qui ont la même race, je dois écrire encore, je dois utiliser dog et écrire, voilà, lui c'est Jack, il a tel nombre d'années, c'est un bulldog. Encore, si je dois créer un autre chien, une autre instance de chien qui est de la classe bulldog, je dois encore écrire, voilà, Jim, 5 bulldog, etc., etc. Imagine si j'ai, je sais pas, 1000 classes à créer, ça devient un peu, c'est répétitif. Donc, il y aura bulldog à chaque fois dans les attributs. C'est assez répétitif. Donc, c'est pas intéressant. Raison pour laquelle on vient avec l'héritage et on dit, ok, de la classe dog, on aura des classes enfants qui seront Jack Russell, Jack Dash. Et comme ça, n'importe quel type de chien peut être catégorisé rapidement en fonction de sa race. Donc, par exemple, si c'est un chien bulldog, il sera rapidement en fait catégorisé dans bulldog et il va hériter l'instance, en fait, il sera instancié à partir de cette classe bulldog là. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire ici. Ici, qu'est-ce que je fais? Je vais créer des instances des classes. Et en plus, je reviens. Et en plus, enfin, ici, c'est facile parce qu'on a que quoi? Trois attributs. C'est simple. Raison pour laquelle peut-être vous ne sentez pas que c'est répétitif. Mais imaginez, on a des milliers d'attributs. Là, ça devient très compliqué d'écrire classe avec toute une ligne longue. Ça devient, comme je l'ai dit, c'est un truc qui est fastidieux en fait, c'est répétitif. Donc pourquoi pas en fait regrouper les chiens qui appartiennent à la même race dans une classe simplement. Et d'ailleurs, c'est ça l'objectif de la POO, pouvoir regrouper des objets. D'ailleurs, si vous vous rappelez de la définition qu'on a donnée la dernière fois, donc ça permet en fait de regrouper les données et des comportements connexes en des objets. Voilà, simplement. C'est la définition qu'on avait donnée la dernière fois. Ok, donc je reviens là, création d'instances et des classes enfants. Donc j'ai Miles, Jack Russell Terrier. Donc maintenant, Miles, au lieu de l'initialiser de cette façon, avec Dog, on l'initialise directement avec Jack, puisqu'il est de la race Jack Russell Terrier. Donc il va hériter, enfin, il sera instancié à partir de la classe enfant Jack Russell Terrier. Et on va juste donner son nom et son âge. Plus besoin de spécifier sa race. Pareil pour Buddy. Pareil pour Jack, pareil pour Jim. C'est plus simple, c'est plus clean, on va dire ça comme ça. Donc, bien sûr, on peut accéder aux différents attributs. Ici, il n'y a pas de méthode. Ah, si, il y a aux différentes méthodes aussi. Il y a cette seule méthode là qui a été créée, donc speak. Donc, voici ce qu'on va faire ici rapidement. Donc, on a miles.species pour voir en fait le spécimen. Ça sera la même chose pour tous les trucs parce que on a utilisé species, c'est un attribut de classe. Donc, quelle que soit la classe, ici, ça, c'est le même species. Comme je l'ai dit, species, c'est espèce. On va dire c'est différent de la race. Ici, je peux voir le nom, par exemple, que j'ai donné à Buddy, bien sûr, qui est ça, Buddy. Donc, ça affiche Buddy. Jack, si je regarde, alors, je vais juste faire un print ici, pour que ça m'affiche ce que le STR donne. Oui, print, pas print. Print. Ok,
Donc, print, il me dit, OK, Jack a 3 ans. Oui, Jack, ouais, Jack, effectivement, il a 3 ans. C'est 3 ans qui a été donné, etc. Donc, et bien sûr, avec la méthode speak, donc, il me dit Jim Space says off. Voilà, donc, c'est ça, c'est un peu ça l'avantage. C'est un exemple qui est assez simple, juste pour pouvoir illustrer, en fait, cette notion d'héritage-là. C'est assez simple, mais c'est très pratique. Et vous allez voir, en fait, on va utiliser des librairies, essayer d'instancer des classes, ça sera beaucoup plus intéressant. Et là, par exemple, par exemple, quelqu'un qui est extérieur à notre code, lorsqu'il vient, vous lui dites, OK, on a cette classe-là, bah, tu peux directement, si tu as une nouvelle race de chien, ou bien, je sais pas moi, tu veux créer un nouveau chien, bon, on peut pas créer de chien comme ça, voilà, tu peux juste en fait te baser sur ma classe, tu hérites de la classe là, vu que dans tous les cas, c'est un chien que tu veux créer, peut-être c'est juste la race qui est différente. Écoute, moi j'ai déjà une classe de base pour n'importe quel chien. Et maintenant, avec ton nouveau, avec le nouveau chien que tu veux créer là, tu peux juste hériter de cette classe-là. Et après, bon, si tu veux, tu peux rajouter des attributs, rajouter des méthodes, par exemple, je sais pas moi, courir, voler aussi, si ton chien peut voler, si le chien que tu veux créer veut voler, etc. Donc, c'est un peu ça l'avantage. C'est-à-dire, on a quelque chose de base, et après, voilà. Donc, tu peux créer enfin, autant d'enfants que tu veux à partir de cette classe de base là. Donc c'est ça l'avantage. C'est un peu comme ce qui se passe je pense, peut-être ceux qui font je sais pas, de la mécanique ou de l'électricité, je sais pas, quelque chose comme ça. Quand on crée une voiture, c'est pas une voiture, c'est pas quelque chose j'ai envie de dire, enfin, quand on crée une nouvelle voiture, ou une nouvelle marque de voiture, c'est pas forcément quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, vous n'allez pas voir des voitures avec, je sais pas moi, des ailes comme des avions. Donc, c'est-à-dire, il y a un modèle de base et après, voilà, chaque type de construction, enfin, chaque constructeur essaye de changer les attributs, changer les caractéristiques, changer ce que la voiture peut faire, etc., etc. Donc, vous voyez un peu, c'est ça, la POO, ça modélise directement ce qu'on fait dans la vie réelle. Ou bien, vous prenez l'exemple d'un avion, un avion, on sait tous comment, quelle est la forme d'un avion, quelles sont les caractéristiques, etc. Mais après, bon, chaque constructeur, que ce soit, je sais pas, Airbus, Boeing, bien sûr, ils n'ont pas les mêmes avions. Mais si on regarde un peu le big picture, enfin, on dézoome, vous allez voir, c'est le même modèle, quoi. Vous n'allez pas voir des avions avec, je sais pas moi, 5 L. Donc, c'est le même modèle. Et après, chaque constructeur essaie de changer les caractéristiques et entre griffes je peux dire surcharger les caractéristiques, surcharger les méthodes. Donc c'est un peu ça. Donc je pense que avec cet exemple c'est assez clair. Ok, ce qu'on va faire par la suite ici, juste vérifier les types, ça c'est un truc assez simple. Regardez, là vous connaissez déjà la méthode type qu'on a vu, je sais plus dans quelle séance, en tout cas on a vu cette méthode là pour voir en fait le type d'une variable. Donc ici, on essaie de voir en fait le type de cette variable miles là. Vous vous rappelez, miles c'est ça, ça a été instancié à travers la classe Jack Russell Terrier. Et ça me donne, il me dit, OK, main Jack Russell Terrier. Donc, il me dit, Miles est de la classe, est de type Jack Russell Terrier. Bah, évidemment. Ici, une nouvelle méthode. Je ne sais pas si on l'avait vue, je ne suis pas sûr. Alors, c'est la méthode, enfin, la fonction isInstance. C'est en français, si je traduis, c'est est-ce que c'est une instance? C'est pour dire, en fait, c'est une question. C'est-à-dire isInstance, est-ce que c'est une instance? Et regardez ici, je dis isInstance, je donne comme premier argument Miles et comme deuxième argument Dog. En fait, c'est pour voir est-ce que Miles est une instance de la classe Dog. Si quelqu'un qui vient, par exemple, de rejoindre, par exemple, je sais pas, cette séance tout de suite, il va dire, attends, ici j'ai instancié Miles à travers Jacques Russell Terrier. Donc, pourquoi Miles serait une instance de Dog? Pourquoi c'est true? Évidemment, bien sûr que c'est true. Certes, on a initialisé avec Jack Russell Terrier, mais Jack Russell Terrier, il hérite de Dog. C'est ça. Donc, c'est la raison pour laquelle ici, si on regarde, est-ce que Miles est une instance de Dog? Il me dit oui, bien sûr. Bien sûr que Miles est une instance de Dog. Parce que, oui, certes, c'est une instance de Jack Russell Terrier. Comme ça a été dit ici, le type c'est quoi? C'est Jack Russell Terrier. Mais Jack Russell Terrier, c'est une classe enfant de Dog. Donc, bien sûr, c'est logique. Par contre, si vous regardez, essayez de voir, est-ce que Miles est une instance de Bulldog? Bien sûr que non. Oui,
Bulldog hérite de dog. Mais la classe, enfin l'objet Miles qu'on a créé ici, ça hérite uniquement de Jack Russell Terrier. Et bah, bien sûr, c'est différent de Bulldog, c'est différent de Dachshund. Voilà. Donc, j'espère que ça, c'est clair pour tout le monde. Donc, bien sûr, si on regarde pareil, est-ce que c'est une instance? Ici maintenant, est-ce que Jack, c'est une instance de Dachshund? Bien sûr que non. Jack, c'est où? Jack, c'est ça. Donc, il est de type Bulldog, donc il ne peut pas être une instance de Dachshund. Ok. Si c'est clair, alors, ouais, ça, c'est ce que je viens de dire, c'est juste pour attirer votre attention. Tous les objets qui sont créés à partir d'une classe enfant sont automatiquement des instances de la classe parente, comme vous l'avez vu ici. On a regardé, est-ce que Miles est une instance de dog? Bah, directement, non, mais indirectement, oui. Donc, directement, c'est une instance de Jack Russell Terrier, mais indirectement, vu que Jack Russell Terrier enfin, est un enfant de dog, donc automatiquement, Miles également est une instance de dog. Donc, comme c'est ce qui est dit ici, bien qu'il puisse ne pas être des instances d'autres classes enfants. Donc, assez important à retenir. Alors, dans cette partie, on va essayer juste, enfin, comme le titre le dit, on va enfin, étendre les fonctionnalités d'une classe parente. Mais bon, c'est rien enfin, d'exceptionnel, c'est juste enfin, comment surcharger une méthode. Je pense enfin, c'est ce que j'ai expliqué en début de séance. Donc, ici, puisque différentes races de chiens ont des aboiements légèrement différents, c'est ce que je disais, j'ai répété ça à plusieurs reprises, nous voulons fournir une valeur par défaut pour l'argument sound de leur méthode speak respective. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Quel est l'objectif? Vous vous rappelez, alors je vous montre à nouveau la classe mère, c'est ça? Donc la classe mère c'est dog et elle a une méthode speak. Cette méthode speak là prend un argument qui est le son, le sound, et ça retourne juste un petit texte pour dire ok, ce chien là il aboie d'une telle manière. Si on descend un peu, ce qu'on fait maintenant, c'est quoi? C'est toujours de l'héritage. Donc, on crée une nouvelle classe, Jack Russell Terrier, qui va hériter de notre classe mère Dog. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ici, on redéfinit la fonction speak. Certes, le dog, la classe dog a déjà une méthode speak, mais comme je le dis, l'héritage, l'avantage, c'est que voilà, l'enfant, il peut redéfinir de la façon dont il veut les différentes méthodes. Donc, on va redéfinir ici, c'est ce qu'on appelle la surcharge notamment. Donc, on va surcharger la méthode speak. Et bien sûr, lorsqu'on surcharge avec self, et ici, bah, pour faciliter les choses, on va juste mettre un argument par défaut, donc un paramètre par défaut. Je pouvais ne pas le mettre. Mais là, je mets sound half, c'est-à-dire les chiens de type Jack Russell Terrier, par défaut, ils ont ce son-là. Mais c'est par défaut, ils ont ce son. Mais il peut y avoir encore des cas spécifiques où ils n'auront pas exactement ce son. Donc, bien sûr, ça retourne juste un petit texte pour dire ce que le son, enfin, le chien émet comme son. Maintenant, qu'est-ce que on a? Maintenant, speak est défini sur la classe Jacques Russell Terrier avec l'argument par défaut sound défini à arf. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On va appeler speak. Bah, on va initier, instancier une fois de plus un chien, donc de type Jack Russell Terrier avec la classe Jack Russell Terrier. Donc, son nom c'est Miles, il a 4 ans. Et maintenant, lorsqu'on utilise la méthode Miles.speak, speak plutôt, donc voici ce que ça nous donne. Bah, logique, c'est rien d'étonnant. Mais si vous regardez, j'ai rien donné. Bah, on a vu bien sûr comment se comporte un argument par défaut. Ici, je n'ai rien donné à speak. Bah, mais pourtant, il a donné le truc, le son. Tout simplement parce que il y a l'argument par défaut qui est arf ici. Mais bien sûr, je peux override, bah, ça aussi c'est surchargé. Je peux surcharger comment on appelle ça, la variable ici, ou l'argument. Donc, dire par exemple, ok, par défaut, oui, c'est ARF, mais peut-être il y a des chiens un peu bizarres qui vont tout simplement avoir comme son gr. Donc, ça fait Miles says, tant, tant, tant. Ok, donc là, c'est clair. Ça, c'est juste pour expliquer cette notion de surcharge de méthode. Donc, c'est assez simple. C'est-à-dire, vous redéfinissez une méthode qui existait déjà dans la classe parente, notamment ici, la classe dog. Bien sûr, vous pouvez rajouter d'autres méthodes, voilà, comme vous voulez. Normalement, comme au niveau de ce qu'on a vu lors de la séance, enfin, lors de la séance précédente, vous pouvez ajouter des méthodes qui sont spécifiques à cette classe-là.
Ok. Alors, l'avant-dernière partie, la propagation automatique des changements. Alors, ici, c'est plus une remarque qu'une partie entière. Donc, c'est quelque chose à garder à l'esprit également. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de modifier ma classe dog. Donc, enfin, tout ce qui est ici, ça reste la même chose. Init et tout ça, c'est la même chose. Mais cette fois-ci, regardez, je ne dis plus. En fait, c'est la même fonction. La fonction speak ça, self, ça prend un son et ça va afficher du texte. Mais cette fois-ci, le texte, en fait, c'est au lieu de speaks, vous vous rappelez, c'était speaks, c'était, oui, c'était, non, c'était says plutôt. Donc, c'était says. Maintenant, on va utiliser barks. Barks, c'est pour dire, en fait, c'est pour dire aboyer. Donc, barks. Donc c'est juste un petit changement dans la fonction speak pour voir en fait quelle est la répercussion de ce changement-là sur les classes enfants. Maintenant, cette fois-ci, regardez, donc j'ai modifié juste la classe parent et je crée une nouvelle instance d'une classe bulldog qui est bien sûr la classe bulldog. Vous voyez, j'ai pas redéfini la classe bulldog. Directement, je l'utilise. Donc, parce que ça a été défini plus haut, pour ceux qui n'ont pas bien suivi, la classe bulldog a été définie un peu plus haut ici. Et bien sûr, ça hérite de la classe dog. Donc, et je ne la redéfinis plus. Je redéfinis juste la classe parent qui est dog. Et qu'est-ce que je fais? Donc, voilà, je crée une instance. J'essaie d'utiliser la méthode speak. Regardez ce que ça fait. Bah, selon vous, bah, bon, il y a déjà le truc qui est là. Donc, ici, alors ici, ça n'utilise pas le nouveau format. Attends. Non, normalement, je dois, en principe, alors ici, une chose importante à garder à l'esprit concernant l'héritage est que les changements apportés à la classe parente se propagent. Ok, je réexécute tout ça parce que, oui, tant que l'attribut ou la méthode modifiée n'est pas surchargé dans la classe enfant. Euh, Normalement, ok, j'essaye ça. Je sais plus, j'ai pas compléter ça. J'essaie de les définir juste pour voir ce que ça va me donner. Mais je vois, en principe. Pardon. Ok. Je fais classe bulldog à nouveau. J'hérite de. euh, ok, c'est même pas ici. C'est un peu plus en bas. Voilà. Donc, je redéfinis ça. Donc, bulldog. Tatati. Mais dans ce cas, il faut que je prenne tout le code de dog. Donc, je refais ça. J'avais pas double checké ça en effet. Alors, juste la méthode speak, je prends le nouveau format de speak. Je remplace là, je supprime ça. Euh, ok, donc j'ai ma nouvelle classe dog. Donc j'ai ma classe bulldog redéfinie. J'exécute ça et je vois ce que ça me donne. Alors, il me donne Barks. Donc, ça, c'est logique. Maintenant, est-ce que ça marche si je ne redéfinis pas? Je sais plus. Ouais, ça marche. Maintenant, pourquoi ça ne m'avait pas donné le bon résultat? Alors, je vais juste vérifier un truc. Je restart le kernel pour voir si c'est pas dû au crash. Donc, ici, à nouveau, je redéfinis ma classe dog. Enfin, pour s'assurer en fait que, parce que qui n'a pas considéré ce que j'ai redéfini. Pour voir, parce qu'en principe, ça devrait marcher. Je crée une classe. Alors, ici, comme ça sera pas. En fait, ce que je veux vous dire ici, c'est quoi? C'est que normalement, vous n'avez pas besoin de redéfinir la classe bulldog pour que ça prenne en compte le nouveau changement. Donc, c'est ce que en fait, je veux montrer ici. Donc, je vais revenir là. J'exécute ça en premier. Donc, classe. Donc, voilà. Les deux classes ont été définies. Maintenant, je reviens là. Je redéfinis dog sans redéfinir bulldog. Euh, et il me dit, ok, donc, non, donc je me trompe. Donc, ok, c'est bon. Je pense, oui, mais on vérifie. Je suis pas sûr aussi de ça. Euh, on va, on va se rassurer. Je suis pas sûr. Euh, J'avais essayé et il avait marché. Maintenant, quand vous devez créer une variable, bah, je sais pas si quelqu'un aussi a la réponse. Bon, mais dans tous les cas, c'est pas un problème. C'est juste pour vous dire, une fois que vous faites un changement, en fait, au niveau de la classe mère, le changement sera répercuté
au niveau des classes enfants. Maintenant, la question, c'est de savoir, c'est de se rassurer, est-ce qu'on a besoin de redéfinir la classe enfant ou pas? Donc, il faut qu'on vérifie ça ensemble. Alors, je vais demander à ce monsieur-là. Euh, Bah, vous pouvez aussi chercher. Peut-être quelqu'un trouvera la réponse avant moi. Euh, de redéfinir une classe enfant. Euh, lorsqu'on Si quelqu'un a trouvé la réponse, la personne peut parler hein, pour que ça aille rapidement. Lorsqu'on redéfinit, je sais pas qu'est-ce que j'écris ici, lorsqu'on redéfinit la classe parente pour que les changements aient lieu, enfin, je vais dire pour que les changements se répercutent. Ok, on va voir. J'ai besoin qu'il me donne des sources sûres. Ok, en PO, oh, bah, il me donne l'exemple avec Java. Je vais préciser en Python parce que ça peut changer d'un langage à un autre. Hmm. Ok, il me dit si vous modifiez uniquement la classe parente, les changements seront automatiquement. Enfin, c'est ce que je dis, à condition qu'elle n'ait pas redéfini les méthodes ou attributs. C'est ce que je dis. En principe, ça devrait marcher. Méthode héritée. Si vous modifiez une méthode dans la classe parente, toutes les classes filles qui n'avaient pas redéfini cette méthode vont automatiquement bénéficier de la nouvelle version. Par exemple, si parent a une méthode faux et que child ne la redéfinisse pas, un appel à tant utilisera toujours la version du parent. Alors, il n'a pas modification, méthode existante non redéfinie, attribut de classe. Ok, on regarde ici, on a ça, on a child, ok. Si plus tard on modifie parent.greet ou parent.version, child en profite automatiquement, exactement, c'est ce que j'avais hypothétisé. Ça doit être automatique. Maintenant, va savoir pourquoi il me refuse ça ici. En principe, c'est automatique. C'est ce que je disais en fait. Mais bon, là, il me marche pas. Donc, bah oui, ça fait partie de la programmation. La frustration de voir son code ne pas marcher, enfin ne pas se comporter comme ça devrait l'être. Bah anyway, on va pas se... Mais juste retenez ça, en principe c'est automatique. Donc ici, j'ai redéfini la classe dog, enfin la méthode speak de la classe dog et normal. Alors, où est bulldog? Est-ce que j'ai surchargé bulldog? Non, j'ai rien surchargé. En principe, il doit automatiquement hériter en fait du changement fait ici. Donc, mais bon, anyway, là, c'est pas grave. Je continue. Utilisation de super pour accéder à la classe parente. Ok, là aussi c'est un mot-clé particulier. Le mot-clé super, c'est un mot-clé que vous allez voir un peu partout. Par exemple, en C++, pour ceux qui ont fait un peu du C++, c'est équivalent en fait au mot-clé 10. Donc 10, et je vous en ai parlé la dernière, plus ou moins un peu la dernière fois. Donc, non, pardon, je raconte du n'importe quoi. 10 en C++, c'est plutôt self. Donc, ouais, faites pas l'amalgame. Oui, je pense que c'est la même chose. En C++ et en Java, c'est le même mot-clé. C'est super. Si je me trompe pas, bon, quelqu'un me corrigera si je dis des bêtises. Mais bon, voilà, super, qu'est-ce qu'il fait? C'est un mot-clé, simplement, qui permet d'accéder à la classe mère. Donc, la classe mère dans une classe enfant qu'on est en train de définir. Alors, avant, je reviendrai à ce schéma que j'ai inclus ici, qui est très intéressant. Regardez ici. Donc, je crée une nouvelle classe. Enfin, bon, c'est la même classe Jack Russell Terrier qui va hériter de la classe dog, donc la classe chien qu'on avait en haut. Je redéfinis le speak. Et regardez la façon dont je redéfinis le speak. En fait, c'est comme si je n'ai rien fait. Regardez. Donc, je donne, bah, bien sûr, l'argument sound, arf. Et ici, je retourne directement quelque chose d'assez bizarre. Je dis super, entre parenthèses, c'est comme une fonction. Super, point speak sound. Super, point speak sound.
ici, qu'est-ce que je fais? En d'autres termes, ce que je dis ici, c'est quoi? C'est que le super, comme je l'ai dit ici, le super signifie la classe parente. Donc, super, c'est pour dire la classe super. Bon, c'est pas supérieur, en fait, c'est pour dire la classe en fait qui est au-dessus. Donc ici, en l'occurrence, en fait, ça fait référence à la classe dog. Donc, c'est pour dire, j'utilise la méthode speak de la classe dog, en fait. En d'autres termes, si on va traduire, c'est ce que ça veut dire. Donc, j'utilise la méthode ici speak de la classe dog en lui donnant l'argument sound, donc l'argument qui est passé dans la méthode speak. C'est une sorte de, on va dire, c'est une sorte de surcharge, mais bon, qui sert un peu à rien dans cet exemple spécifique. Juste pour vous montrer en fait l'utilité de super. Des fois, c'est même pas des fois, c'est très utile parce qu'on a besoin souvent, on a besoin en fait d'accéder à certains attributs ou certaines méthodes directement. Regardez, vous allez vous demander, par exemple, ceux qui se demandent déjà maintenant quelle est l'utilité d'avoir ce mot-clé-là. Vous voyez, dans la méthode doc, j'ai défini un certain nombre d'attributs comme name, comme âge, c'est ça. Et lorsque je crée une nouvelle classe, comment on appelle ça, Jack Russell Terrier, une nouvelle classe enfant qui hérite de la classe dog. Vous voyez, je n'ai plus initialisé les attributs parce que, bah, on l'a dit, ça hérite automatiquement de ces attributs-là. Maintenant, la question, c'est comment accéder à ces attributs. C'est ça le problème. Maintenant, comment accéder à ces attributs-là? Ou bien comment accéder, par exemple, à ça, à cet attribut de classe, à ces attributs d'instance ou bien à des méthodes de la classe mère. Donc, bah, la réponse, c'est ça, c'est le super. C'est le super qui permet de le faire. Donc, ici, par exemple, oui, j'ai réutilisé la même méthode speak, mais peut-être que j'aurais, bah, dans un autre contexte, eu besoin d'une autre méthode. Par exemple, une méthode, je sais pas moi, speak loud ou bien speak, quelque chose comme ça. Donc, le mot-clé super ici, il est très important. Il indique la classe mère donc dans une classe fille. Ok, donc c'est ce que j'ai essayé d'expliquer un peu ici. Quand vous appelez super.speakSound à l'intérieur de Jack Russell Terrier, Python recherche dans la classe parente dog, donc il va rechercher dans la classe parente une méthode speak. Donc il va appeler cette méthode la speak et il l'appelle avec la variable sound. Ok, assez basique, j'exécute. Donc ici maintenant, quand vous appelez miles.speak, donc maintenant, si on crée une nouvelle instance de chien qui s'appelle Miles ici, qui est, enfin, instance créée à travers la classe Jack Russell Terrier. On lui donne le nom, même chose, Miles Cat. Quand on appelle maintenant la méthode speak, ce que ça va faire, c'est quoi? Ça va appeler, derrière, implicitement, ça va appeler en fait la méthode speak de dog, de la classe parente. Donc, c'est un peu ce que ça fait. Donc, vous verrez une sortie exactement. Donc, c'est assez simple. Comme je l'ai dit, c'est un exemple assez banal ici, qui n'a pas une réelle importance parce que là, c'est une sorte de répétition. On aurait pu ne pas redéfinir ça. Mais en fait, c'est juste pour vous montrer ce que fait réellement ce mot-clé super là. Donc, ça permet d'accéder aux attributs et aux méthodes d'une classe parente. Ici, en l'occurrence, la classe dog. Ok, là maintenant, on va un peu récapituler ce qu'on a fait jusque-là. Ah oui, avant de récapituler, je voulais, ça c'est un point, j'avais lu un article une fois sur ça, en fait, pour bien comprendre. J'ai pas retrouvé l'article, je voulais en fait le mettre en bas dans les ressources. Je l'ai pas retrouvé, mais je pense, si je le retrouve, je vais vous envoyer ça dans le groupe. C'est un article très intéressant à lire et c'est sur l'héritage multiple. Alors, l'héritage multiple, c'est quelque chose. J'ai pas, enfin, vous n'allez pas beaucoup utiliser ça vous-même, mais c'est utilisé lorsqu'on lorsque vous voulez créer une librairie bien structurée, vous-même, voilà, pour publier quelque chose comme ça. Mais en principe, en pratique, vous n'allez pas vraiment avoir besoin de faire d'héritage multiple, mais c'est peut-être bien de connaître En fait, le principe, il est assez simple. C'est comme, comme je l'ai dit, en biologie, bah, un enfant, il hérite, par exemple, des gènes de son père, des gènes de sa mère. Enfin, d'une et d'autre part. Voilà, c'est un peu pareil en fait ici en programmation, sauf que, voilà, lorsque vous faites l'héritage multiple, c'est-à-dire la classe enfant va hériter de tout. Donc, tous les attributs, toutes les méthodes des deux parents. Donc, c'est assez simple comme concept.
Et après, voilà, si vous voulez accéder, comme je vous l'ai dit, avec la méthode super, comme ça a été expliqué ici. Alors, regardez ici, juste à gauche là, single inheritance, donc un héritage simple. Donc, vous avez une classe parent A, une classe enfant, child, et bien sûr, child hérite de la classe parent. Et pour accéder, en fait, ici, vous voyez, il y a une méthode A. Donc, une méthode A, entre parenthèses, c'est une méthode, en fait. Pour accéder à la méthode A de la classe parent, à partir de la classe enfant, vous allez utiliser tout simplement super.a. Donc, j'utilise la méthode A de la classe parent. C'est très simple. Ici, au niveau de l'héritage multiple, comme je vous l'ai dit, ici, la classe enfant va hériter de tous les attributs et de toutes les méthodes de ces deux classes-là. Et pour accéder à une méthode particulière, bien sûr, il faudrait faire attention à ce qu'il n'y ait pas en fait, de méthode avec les mêmes noms dans les deux classes. Mais par exemple, si je veux accéder à la méthode A de la classe du parent A, je vais tout simplement dire super A. Donc, j'accède à la méthode A du parent A. Ou bien si je veux accéder à la méthode B du parent B, bah, je fais super.b. C'est assez simple, je pense. Il n'y a pas de... euh, j'ai envie de dire c'est assez simple à appréhender. Comme je l'ai dit, c'est comme carrément en biologie, donc dans la vraie vie. Alors ici, c'est juste juste pour conclure cette partie-là. Ah, je l'ai répété ici. Juste pour conclure cette partie, donc ici, c'est la même classe, donc la classe doc, avec l'attribut de classe, les attributs de méthode initialisés dans la méthode spéciale init. Donc, une première méthode, enfin la méthode spéciale string, et une première méthode, enfin, la seule et unique d'ailleurs, speak, qui retourne, voilà, le chien, tel chien aboie d'une telle manière. Ici, donc, ce que je fais, tout simplement, là, en fait, je redéfinis de façon correcte. Donc, en principe, c'est ce qui doit être fait. Donc, ici, une classe, Jack Russell Terrier. Et qu'est-ce que ça fait? Ça redéfinit le speak avec un son par défaut qui est arf. Et qu'est-ce que j'utilise? J'utilise en fait ce que la classe, enfin la même méthode que la classe parent. Donc, je dis, ok, j'utilise la méthode speak de la classe parent, qui est la classe dog ici, avec ce son-là. Pareil pour les trois autres, enfin pour les deux autres. Donc Dachshund et Bulldog font pareil. Bien sûr, c'est juste le son qui change ici. Et après, bah, pour tester ça, c'est voilà. Donc speaks, donc voilà, de telle manière, telle manière, telle manière. Bien sûr, en fonction de l'instance. Ici, qu'est-ce que j'ai dit? Dans les exemples ci-dessus, la hiérarchie des classes est très simple. Voilà, c'est ça. Donc, il n'y a que classe parente, classe enfant. Donc, c'est assez simple en fait comme hiérarchie. La classe Jack Russell Terrier a une seule classe parente, dog. Mais bien sûr, dans la réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, c'est ce que vous vous rappelez de ce que du schéma un peu effrayant que je vous avais montré la dernière fois, ce schéma-là. C'est ce que en fait, ça illustre encore une fois ce que j'avais dit la dernière fois. Ici, ce que vous allez apprendre dans n'importe quel cours de programmation orientée objet, c'est ça. Donc, on va dire, OK, l'homme hérite de l'animal, le mouton hérite de l'animal, etc., etc. Donc, c'est assez simple. Mais dans la vraie vie, c'est très complexe. Si vous partez regarder le code source d'une librairie, vous n'allez pas vous retrouver, en fait. C'est quelque chose comme ça. Enfin, entre griffes, c'est du brouillon, quoi. Mais l'essentiel, c'est de bien comprendre le principe ici, qu'on a vu là. Et une fois que vous comprenez ça, après, bah voilà. Vous ne serez pas forcément, je sais que bah, la plupart des gens, ils viennent de background, pas forcément informatique, des gens d'électricité, biologie, médecine, pharmacie, et j'en passe. Donc, vous n'aurez pas forcément besoin d'aller créer des librairies ou aller voir le code source, inspecter le code source de librairie, mais l'essentiel, c'est de comprendre. Donc, comprendre le principe de l'héritage, comprendre voilà, comment ça se passe, comment instancier des classes, etc. Et à partir de là, à partir du moment où vous comprenez les principes de base, tout ce qu'on a vu ici, les piliers, comment instancier, comment créer, etc. Donc, vous devenez maintenant, enfin, ce que je vais dire, un utilisateur. Donc, vous allez utiliser les librairies pour faire des tâches beaucoup plus compliquées. Et en fait, c'est ça, c'est d'une autre manière, j'ai envie de dire, c'est ça qui fait la puissance de Python. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce qui a fait, en fait,
que Python est devenu l'un, pour ne pas dire le langage de programmation le plus populaire aujourd'hui. C'est en fait ça. Les modèles d'intelligence artificielle, bah, vous savez que Python, c'est le langage par défaut en IA, en data science, etc. Enfin, lorsque vous allez, les gens, par exemple, qui débutent en IA, ils vont pas aller, en fait, recréer, réinventer la roue en créant de nouveaux modèles. Donc, les modèles, ils existent déjà. Et c'est inclus dans des librairies comme PyTorch, TensorFlow, etc. Ce que les gens font, bah, vous allez importer une librairie. Une librairie, comme je vous l'ai dit, bien sûr, on va voir ça lors de la séance prochaine. C'est une sorte d'entassement. C'est une sorte de sac qui contient beaucoup de classes. Donc, beaucoup de classes, beaucoup de méthodes, beaucoup de fonctions, etc. Et ce que les utilisateurs font, c'est juste importer ces librairies-là et les utiliser pour faire des tâches bien spécifiques en fait. Donc, c'est pour ça que je vous disais, à partir du moment où enfin, à partir du moment où vous maîtrisez les bases, vous comprenez très bien enfin, les différentes notions. C'est vrai que j'ai simplifié au maximum pour que tout le monde puisse bien appréhender, bien assimiler ça. À partir du moment où vous comprenez en fait ces bases-là, ça sera beaucoup plus simple après pour utiliser les librairies. Donc maintenant, vous pouvez vous considérer pas encore comme un expert de Python, mais quand même, vous avez de bonnes bases. Et après, parce qu'en fait, j'ai vu des formations bah, en Python directement. On va vous montrer comment. En fait, j'ai même vu des formations en intelligence artificielle en ligne comme ça, où on vous montre directement comment utiliser les librairies sans vous expliquer c'est quoi la POO, enfin, comment c'est conçu derrière, etc., etc. Pour moi, c'est assez dangereux parce que, bah, je sais pas moi, former des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe derrière, qui vont directement utiliser ce qui existe et tout ça, bah, j'ai envie de dire, c'est médiocre en fait. Donc, c'est pas intéressant. Donc, raison pour laquelle, bah, déjà, je vous félicite d'être arrivé jusque-là, jusqu'à ce stade de la formation-là. On touche bah, pratiquement à la fin. Il nous reste juste un truc de 2, 3 séances. Je pense 2 séances même, ça devrait suffire pour terminer ce qu'on a à terminer. C'est-à-dire, euh, là, bon, la gestion des fichiers, comme je vous l'ai dit, bien sûr, je vais l'inclure, mais je ne sais pas si on va faire une séance particulière pour ça. Donc, mais bien sûr, je vais faire un cours sur ça. Je ne l'ai pas encore rédigé, mais je vais le faire. Mais lors de la séance prochaine, on va beaucoup plus se focaliser en fait sur les modules. Donc, utiliser les modules et tout ça. Parce que oui, je pouvais directement sauter, venir là, utiliser des modules, vous apprendre comment utiliser. Oui, je pouvais même vous montrer comment utiliser des modules d'intelligence artificielle comme PyTorch, TensorFlow. Vous allez créer des modèles, mais vous n'allez rien comprendre de ce qui se passe derrière. Et en fait, c'est pas intéressant, comme je le disais. Donc là, après, quand on va toucher ça, vous allez voir, pour les projets, ça sera beaucoup plus facile. Je vais tout faire pour envoyer les projets peut-être d'ici la fin de cette semaine, enfin les projets que je vais suggérer. Et après, voilà, on va en discuter lors du prochain meet pour voir comment en fait on va affecter les équipes. Mais bon, quand même, je le répète, si vous êtes arrivé jusqu'à ce stade-là, c'est déjà super, c'est très bien. Ici, juste pour terminer avec cette séance, je vais vous montrer un petit truc. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il y a des questions, vous pouvez me les poser. Sinon, je vais juste vous montrer un petit truc. En fait, c'est comment utiliser. Là, je vais créer un nouveau fichier. Je vais dire par exemple mon fichier ma classe.py. Et ça va servir d'introduction à ce qu'on va voir lors de la séance prochaine. Je vais juste copier, par exemple, le code de ça. Donc, je vais créer, enfin, ce que je viens de faire, c'est quoi? J'ai créé un nouveau fichier et j'ai mis quatre classes dedans. Une classe dog, une classe Jack Russell Terrier, une classe, etc., etc. Maintenant, ce que je veux faire, c'est quoi? Et je vais créer une nouvelle. Imaginez, c'est quelqu'un qui m'a partagé ce fichier-là. Quelqu'un m'a partagé ce fichier et moi, je veux créer peut-être une nouvelle classe de chien, voilà, une nouvelle classe de chien. Mais voilà, vu que quelqu'un a déjà créé une classe de base pour n'importe quel chien, moi, ce que je vais juste faire, bah, c'est créer ma classe, mon type de chien, enfin, en me basant sur ce que la personne m'a envoyé. Donc, je vais dire, bah, je crée un nouveau type, une nouvelle race de chien. Bon, je dis par exemple berger, point pipe. Et ici, ce que je vais faire, c'est quoi? Comme je l'ai dit, je veux en fait créer une nouvelle classe, mais je veux hériter de cette classe qui existe déjà. Alors, je vais tout simplement copier ça. Je vais venir ici et je vais dire, OK, en principe, si j'écris ça, si j'écris quelque chose comme ça, berger, je dis, bah, ma classe est berger, j'écris ça, vous voyez, il y a un problème. Oui,
la syntaxe est correcte, mais il y a un problème qui est là, c'est que, vous voyez, il me souligne même et il me dit, dog is not defined, c'est-à-dire, bah là, chien n'est pas, enfin, le mot chien n'est pas défini. Bah, c'est simple, parce que effectivement, dans ce fichier-là, il n'y a pas de chien. J'ai pas défini chien, en fait. Donc, il ne sait pas à quoi je fais allusion quand j'écris dog. Ce que je vais faire, je vais utiliser une syntaxe assez simple. Donc, je vais dire, j'importe dog. Donc, j'importe dog. En fait, il y a plusieurs manières. Bon, il y a plusieurs manières d'importer ça. Je peux dire, la manière la plus simple, la plus utilisée, c'est from ma classe. Je vais dire, à partir de mon fichier, ma classe, regardez, c'est ici que se trouve dog. Je vais dire, à partir de mon fichier, ma classe, je veux importer la classe dog. Voilà, j'importe dog. Regardez comment il s'affiche ici. J'importe dog. Et là, automatiquement, bah, le message d'erreur disparaît. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai dit, à partir de ma classe, donc ici, j'ai créé dans un premier temps un fichier. Je dis, bon, imaginez, c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça. Donc, la classe dog est définie dans ce fichier-là. Et maintenant, je crée un nouveau fichier et je dis, OK, à partir de l'ancien fichier, et vous voyez, j'ai donné juste le nom du fichier sans l'extension. Donc, en fait, ça, ici, ce que ça représente, le ma classe, ça représente ce qu'on va appeler plus tard, lors de la prochaine séance, on va appeler en fait, c'est un module. Un fichier, ici, en fait, c'est passé d'un, je sais pas comment je vous explique ça simplement. En fait, ici, ce n'est plus, dans le code, en fait, ma classe, ce n'est plus un fichier ordinaire, ça devient un module, en fait. Et en fait, un module, comme je vous l'ai dit, un module, c'est ça. C'est comme un fichier qui contient plein de classes. Plein de classes avec des attributs, des méthodes, etc. Et maintenant, je peux utiliser ce module-là, entre griffes, ce fichier, dans d'autres fichiers, dans de nouveaux fichiers que je vais créer. Donc, et la syntaxe que j'ai utilisée pour faire ça, je dis tout simplement, à partir de mon module, ma classe, j'importe ma classe, voilà, il y a un jeu de mots ici, j'importe ma classe dog. Et bah, je crée une nouvelle classe ici, berger. Donc, avec, bah, ouais, je peux dire WAF si vous voulez, juste pour changer avec, voilà, donc je peux dire ça. Et maintenant, ce que je peux faire, bah, je sais pas moi, créer bah, une instance. Je vais nommer ça instance. Je vais dire par exemple Milou. Milou, et c'est, voilà, c'est un berger, donc une nouvelle classe. Et bah, je sais pas moi, il a un nom normalement. Son nom c'est Milou. Et il a un âge normalement. Disons qu'il a un an. Voilà. Après, bien sûr, je peux afficher pour voir c'est quoi Milou. Ou bien je peux voir d'abord dans un premier temps c'est quoi Milou. Et dans un second temps, je vais dire Milou, tu m'utilises la méthode. Et vous voyez, là, quand je fais ça, regardez, faites attention à cette partie. Regardez très bien. Quand je mets Milou point, qu'est-ce qu'il me propose comme alternative ici? Il me dit j'ai âge. Ça, c'est un attribut. Bien sûr, parmi les attributs enfin, de la classe berger, qui est de la classe dog, là, il y a âge, il y a name, le nom. Et ensuite, il y a les méthodes. Bon, la seule méthode ici, c'est speak. La seule méthode normale qu'on a créée. Mais après ça, oui, bien sûr, il y a la variable de classe aussi species. Mais après ça, remarquez, on a maintenant des méthodes un peu bizarres là, avec les tirets juste qui encadrent au début et à la fin. Et ça, en fait, comme je vous l'ai dit la dernière fois, ce sont des méthodes spéciales en fait. Donc vous pouvez les utiliser. Par défaut, elles sont là. Quand vous créez une classe, il y a des méthodes spéciales par défaut qui sont là. Mais il y a certaines que vous pouvez redéfinir. Par exemple, nous, on a redéfini la méthode STR. Vous vous rappelez très bien de cette méthode STR là. On l'a redéfinie. Mais bon, les autres sont là par défaut. Ok, moi je vais juste utiliser, j'ai juste besoin de la méthode speak pour voir, voilà. Et je vais dire, bah je peux ne rien mettre vu qu'il y a une valeur par défaut. Ou bien je peux aussi mettre, allez, mon Milou là, il aboie de cette manière, il aboie de la manière waf waf, simplement. Et je vais exécuter ça pour voir ce que ça me donne. Alors, qu'est-ce que ça me donne en sortie? Ça, normalement, il doit me dire, il doit m'afficher, enfin, le texte Milou. Alors, voici ce que ça donne. Milou is 1 year old. Un an, il a un an. Et il aboie de cette manière-là, simplement. Donc, regardez, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une nouvelle classe, mais j'ai utilisé la classe dog à partir d'un autre fichier. Et ce fichier-là, en fait, c'est ce qu'on va appeler un module, en fait. Lors de la prochaine séance. Donc, voilà, c'était juste ça. C'était en fait juste pour vous introduire à ça. Et voilà, cette syntaxe-là, retenez-la, on va l'utiliser. Vous allez l'utiliser plein de fois dans les projets et tout.
Donc, alors, comme je l'ai dit, il y a plusieurs manières de faire ça. Vous pouvez, bon, on va voir ça. Donc, je vais pas sauter les étapes. On pourrait mettre as quelque chose, DG comme ça. Ensuite, au lieu d'utiliser dog, j'allais dire DG. Bon, on va voir tout ça, ne vous en faites pas. Donc, c'est qu'une question de temps maintenant. Donc, je sais pas, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu ce soir? Alors, je vais arrêter.